Enric Mas, il sera l'unique leader de la Movistar en 2023 ? C'est lui qui va porter l'équipe, notamment sur les courses par étapes. Ça va être le leader incontesté. Incontestable, c'est un peu compliqué chez Movistar parce que on les a déjà vus à l'œuvre avec plusieurs leaders, mais c'est lui qui va porter l'équipe, oui. Patrice et Julien. Allez mon Juju. Il va être proclamé, il va être acclamé. Julien Alaphilippe, champion du monde. Attaque de Marlou. La grande présentation de la saison 2023 par Vélo Podcast, ça continue et là on rentre un peu dans le Gotha du cyclisme mondial. Avec moi aujourd'hui Julien Després d'Actu Cyclisme Féminin. Salut Julien. Salut Guillaume, bonjour à tous. Bon Julien, on continue un peu ces présentations. C'est vrai que on est sur ces formations qui ont aussi des équipes féminines et c'est pour ça que tu es avec nous pour parler des hommes comme des femmes. La Trek Segafredo hier, la Movistar aujourd'hui. On est vraiment dans ces formations de manière plus générale, ces formations qui ont investi sur le cyclisme féminin en World Tour. Qui ont investi et qui ont investi avec succès. C'est les équipes qui performent au plus haut niveau mondial chez les femmes, on va pas se mentir. On va en parler un petit peu plus tard, ça sera la fin du podcast sur les femmes, mais on va commencer par les hommes parce qu'il y a quand même pas mal à dire sur cette saison 2022 de la Movistar. Bon, la Movistar, il n'y avait aucun risque pratiquement pour la Movistar de descendre en Pro Series. Ils terminent 11e sur le bilan 2020-2022. 11e, c'est aussi leur place sur le bilan de la saison 2022. Mais là, on rentre quand même dans une équipe, on l'attend pas forcément en milieu de peloton, mais plus dans les grosses victoires. 19 succès en 2022 pour la Movistar. Mais là, ça va être là la première question, en tout cas la première interrogation. Movistar, 19 victoires en 2022 pour les hommes. Une seule victoire en World Tour, c'était Carlos Verona sur la 7e étape du Dauphiné. Ça y est, c'est bouclé. Movistar a été déclassé, elle fait plus partie des grandes équipes du peloton. Je crois que Movistar vit une fin de cycle qui était le cycle qui était porté par Valverde. Il part à la retraite. Derrière, il va peut-être y avoir 1 ou 2 années de reconstruction. C'est que 19 victoires pour le Movistar, c'est peu. C'est très très peu. T'en parles forcément, Alejandro Valverde, monsieur Valverde qui prend sa retraite. Valverde a quand même fait une dernière saison à 40 balais, 2e d'Estrade, 2e de la Flèche. C'est quand même pas mal pour une dernière saison. C'est lui qui, comme les autres années, a porté l'équipe en termes de victoire ou en termes de gros points notamment. Grosse surprise, c'est que il n'ait pas remporté sa traditionnelle étape sur la Vuelta. Il était à la recherche de cette victoire. Alejandro Valverde, même si on sentait sur la fin que ça devenait, en tout cas en termes de puissance, en termes de jump, ça devenait un petit peu plus compliqué. Bon, je dis ça, mais il fait 2e de la Flèche. Donc c'est quand même à nuancer, mais est-ce que finalement le départ d'Alejandro Valverde pour la Movistar, c'est pas un mal pour un bien ? Ça va peut-être permettre aux jeunes de se décomplexer, de se dire papy est plus là, maintenant c'est à nous de nous montrer quoi. Tu parles des jeunes, des coureurs qui ont été recrutés quand même pour faire la transition avec Valverde. Bon, je pense en numéro 1 à Enric Mas qui fait pas une mauvaise saison. Enric Mas qui fait 2e du Tour d'Espagne, qui va faire 2e du Tour de Lombardie, ça c'est en fin de saison, qui auparavant dans la saison aura eu un petit peu plus de mal, mais qui était un petit peu dans l'ombre de Valverde aussi dans la première partie de saison, qui va faire 9e du Tour du Pays Basque. Enric Mas, avec lui, l'avenir de la Movistar est assuré. Tu penses qu'il a prouvé qu'il pouvait être le grand leader de la Movistar ? Il a prouvé qu'il pouvait tenir la baraque. Maintenant, ça doit pas être évident d'évoluer dans l'ombre de Valverde. Pour moi, je pense que ça va le décomplexer qu'Alejandro s'en aille. Avec d'autres coureurs qui pourraient être décomplexés et des coureurs qui ont marqué des points aussi sur cette année 2022. Je pense à Rubio, à Verona qui ont fait des top 10 au Tour de Romandie et à l'UAE Tour. Il y a peut-être aussi tous ces coureurs-là qui étaient beaucoup plus secondaires derrière Enric Mas et Alejandro Valverde qui pourraient prendre un peu plus d'épaisseur sur la saison 2023. T'as des coureurs comme même Garcia Cortina qui vont prendre forcément plus de lumière et plus de confiance en eux forcément. Alors tu parles de Garcia Cortina. Je vais en parler rapidement, Garcia Cortina, et je vais même te faire un lot avec Alex Aranburu. On en attend plus de ces deux coureurs, parce que Garcia Cortina et Aranburu, ce sont quand même des coureurs punchers, bons sprinters. On les attend plus dans ce profil-là, on les attend pas dans des profils. L'identité de la Movistar, c'est quand même pas mal les grimpeurs, les courses par étapes. Mais là, Aranburu et Garcia Cortina en 2022, moi, sincèrement, j'en attends beaucoup plus l'année prochaine en 2023 que ce qu'ils ont fait en 2022. Mais ils ont intérêt à exploser parce que
C'est le genre d'élément à la Movistar, si ça va pas, ils iront trouver une nouvelle équipe en fin de contrat, quoi. Aramburu qui n'a qu'en 2022 remporté, alors je te dis ça, mais c'est chez moi, pratiquement, c'est le Tour du Limousin, il a remporté bon grimpeur, mais on l'attend pas dans les courses par étapes. Moi, sincèrement, je suis d'accord avec toi, quand tu me dis que si ça va pas avec eux, ils iront chercher une équipe ailleurs, la Movistar, ils ont une masse salariale qui va se dégager qui s'est dégagée déjà, on verra ça dans les transferts dans quelques secondes avec le départ de Valverde. Ils vont pas s'embêter, même si ça fait partie, à un moment donné, quand ils ont été recrutés, ça faisait partie soit des meilleurs Espagnols, soit des meilleurs espoirs espagnols. Là, au bout d'un moment, faut qu'ils franchissent le cap. Faut qu'ils arrivent à franchir ce petit cap. Il leur manque pas grand-chose parfois, mais c'est ce qui manque, quoi. Il manque le petit facteur X qui va faire qu'ils vont passer la marche. On va parler des transferts de l'hiver 2022-2023. Deux départs. C'est quand même un mercato qui est très stable à la Movistar, malgré le départ de Valverde. La retraite de Valverde, qui est finalement l'un des deux seuls départs de cette équipe, avec le seul Inigo Elosegui qui part à la Cairn Pharma. Moi, je vais m'axer plus sur les arrivées, avec une arrivée un peu secondaire, Ivan Romeo qui arrive de la Hagens Berman Axeon. Mais il y a deux arrivées, moi, qui m'intéressent pas mal. C'est Ruben Guerrero qui arrive de l'Education First, le portugais. Et puis Fernando Gaviria qui arrive de la UAE. Gaviria, il n'a que 28 ans. J'ai l'impression qu'il en a déjà 36. Le sprinter colombien. Si je te dis ça, en résumé, le salaire de Valverde en moins, c'est ce qui a permis de recruter un sprinter de la trempe de Gaviria. Et de prendre Guerrero, de faire le bon avec les deux. Maintenant, espérons que Gaviria retrouve une équipe qui l'encadre, qui le chouchoute et qui retrouve surtout une bonne santé, parce que c'est surtout ce qu'il a fait pêcher ces dernières saisons. Mais tu penses que pour Gaviria, être dans un contexte un petit peu plus hispanophone, ça va le mettre en confiance ? Il retrouve sa langue natale, qu'il n'avait plus ailleurs aussi, donc ça aide aussi au niveau de la compréhension avec les coéquipiers. Même si la Movistar est quand même assez internationale, mais ils ont quand même un bon bloc hispanophone. Et Fernando Gaviria, ça fait quand même quoi depuis 3-4 ans finalement, depuis qu'il est parti de la Quick-Step, qu'on en attend plus. Il a fait 4 saisons à la UAE Team Emirates. Bon, c'est quand même 4 saisons où il aurait été entre parenthèses. Pourtant, il avait cette année fait un bon début de saison au Oman. Il gagne 2 étapes, le classement par points. Il fait quelques top 3, top 4 sur le Tour d'Italie, il fait 2e du classement par points. Mais Fernando Gaviria, c'est un des meilleurs sprinteurs mondiaux lorsqu'il perce avec la Quick-Step. Mais pendant 4 ans, il n'a pas du tout été à sa place. C'est ça qui est dommage. Espérons que ce ne soit pas des années perdues par rapport à la nouvelle génération de sprinteurs qui arrivent, quoi. Oui, tu parles de la jeune génération de sprinteurs. Bon, on pense forcément à des Jacobsen, à des Philipsen. Ça va finalement très vite dans le cyclisme. Il a 28 ans, on a l'impression qu'il est déjà pratiquement dépassé. C'est ça qui est triste, c'est que dès qu'il est parti de la Quick-Step, remplacé justement par Jacobsen, c'est là qu'il a commencé à ne plus performer, ce qui est dommage, parce que c'est un bon sprinter. Faut qu'il rebondisse. Si l'idéal serait qu'il rebondisse dès cette année. On va faire la transition avec la saison 2023 de la Movistar au masculin. Et finalement, je vais continuer sur Gaviria. Est-ce que la Movistar est capable de se mettre en mode sprint, de changer un peu d'identité, de se mettre au service d'un Gaviria? Après, on parlait de Garcia Cortina et d'Aramburu. Ils peuvent être aussi ces gars-là qui emmènent un Fernando Gaviria dans un final d'un sprint massif sur un Giro, sur un Tour de France. Je pense aussi à Max Kanter, le sprinter allemand qui peut aussi être de ces coureurs-là. Je pense aussi, je vais te mettre aussi dans le lot un Nelson Oliveira, qui est le rouleur portugais capable de se mettre à la planche, qui est un des meilleurs rouleurs au monde aussi, qui, lorsqu'il écrase les pédales, peut aussi tirer des grands bouts droits dans le final d'étape. Ils sont capables de se mettre au diapason pour un sprinter, la Movistar? Ils peuvent, et tu en oublies un qui peut faire un excellent poisson pilote avec sa science de la course et son ancienneté. C'est José Joaquín Rojas. Ouais, bien évidemment, Rojas. Et Rojas, il va avoir 38 ans cette année. Tu penses qu'il est capable encore d'être parmi ces coureurs qui te placent, peut-être pas poisson pilote, mais le pré-poisson pilote, tu penses? Voilà, l'avant-dernier étage de la fusée, pourquoi pas? Ça peut lui convenir à José Joaquín Rojas. C'est vrai que lui, avec la retraite de Valverde, j'avais un petit peu mis de côté. Mais bon, il est toujours là, comme d'autres coureurs, un peu sur la saison 2023 avec Valverde qui part. Est-ce que ça va pas laisser plus de place? Alors, déjà, à un Enric Mas, on va commencer par lui. Enric Mas
il sera l'unique leader de la Movistar en 2023 ? C'est lui qui va porter l'équipe, notamment sur les courses par étapes. Ça va être le leader incontesté. Incontestable, c'est un peu compliqué chez Movistar parce que on les a déjà vus à l'œuvre avec plusieurs leaders, mais c'est lui qui va porter l'équipe, oui. Tu penses qu'il est capable alors je vais pas dire de faire oublier un Valverde, mais finalement, à la Movistar, avant, quand tu te présentais sur une course, tu regardais, on parlait de deux têtes hier avec la Trek Segafredo pour les femmes. Là, pour les hommes, on parle de Mas et de Valverde. Quand ils s'alignaient au départ, on disait on sait pas quel est le leader, on sait pas si c'est Enric Mas, on sait pas si c'est Alejandro Valverde. Non, là, Enric Mas, il va être tout seul. Il aura plus finalement, on parlait de l'ombre de Valverde, mais il aura pas le soutien de Valverde qui pouvait passer un petit peu dans le brouillard une contre-performance d'Enric Mas. C'est ça qui va être compliqué à gérer. La première année va être intéressante à suivre chez Movistar. À ce sujet-là, savoir si il arrivera seul, Mas, à tirer l'équipe vers le haut et à avoir un rôle qu'avait un Valverde, un leader, un vrai leader. Je reviens sur cette série Netflix sur la Movistar, où on était dans le bus de la Movistar avant chaque course, où on voyait un petit peu le rôle qu'avait Valverde, la parole qu'il avait un peu dans la sphère privée. C'est pas ça finalement qui va manquer le plus à la Movistar, ou alors finalement, c'est peut-être quand je te parle de libération, c'est peut-être ça, parce que c'était Monsieur Valverde qui parlait, c'est-à-dire que Valverde, il avait pratiquement le même poids que le grand patron de la Movistar. C'était la voix du patron de Movistar dans l'équipe. C'était le boss. Effectivement, comme tu dis, il avait peut-être même plus d'influence et de domination sur son équipe que le manager général de Movistar. Le grand boss Eusebio Unzue. Après, on parlait de place dans l'équipe Movistar. Ça peut aussi donner plus de place à des rôles secondaires. Je pense à un Ivan Sosa, à un Matteo Jorgensen. On parlait de Carlos Verona. Il y a aussi un Antonio Pedrero et Verona qui marchaient plus un peu sur des échappées. Je pense notamment à des échappées sur les grands tours, sur la Vuelta et sur le Giro pour Pedrero. Matteo Jorgensen, Ivan Sosa, moi c'est un peu les deux coureurs que j'attends sur les classements généraux pour qu'ils s'affirment encore un petit peu plus. Alors Jorgensen, j'ai trouvé qu'il avait fait un super début de saison jusqu'au mois de mai. Après il a un peu plus de mal à percer. Il a que 23 ans, c'est pas négligé non plus. Mais ça peut être un bon appui, un bon électron libre, comme on dit dans la Movistar, pour justement déblayer le chemin pour Enric Mas, pour que Enric Mas puisse s'appuyer dessus. Il a réussi à prendre les échappées sur le dernier Tour de France. 3 échappées où il va à chaque fois faire top 5, à Foix, à Saint-Étienne, à Megève. Il fait 20e du Tour, il fait 4e du classement du meilleur jeune. Moi, j'ai quand même l'impression qu'on parle d'Enric Mas, on parle d'Ivan Sosa. C'est pas un hispanophone, Matteo Jorgensen, mais c'est quand même, franchement, un des très bons espoirs de cette formation. C'est une très bonne carte à venir sur laquelle doit s'appuyer Movistar un peu plus. Peut-être en le cadrant plus, en l'empêchant plus d'aller dans les échappées et en soutien d'Enric Mas. De toute façon, si tu restes au soutien d'Enric Mas, t'es pas non plus très loin d'un top 5 ou d'un top 10 au général. Ouais, Matteo Jorgensen qui devrait sur la saison 2023 s'orienter plus vers un calendrier fait de courses françaises avec Paris-Nice et le Tour de France et qui sera aligné notamment sur l'UAE Tour à la fin février. Mais la Movistar, c'est aussi l'équipe féminine. On va passer à la formation féminine de la Movistar, Julien, avec toi, Julien Després d'Actu Cyclisme Féminin. Bon, j'ai l'impression que ça va quand même aller assez vite pour la Movistar sur cette année 2022. 24 victoires, la moitié, 12 victoires pour Madame Annemiek van Vleuten. Et alors là, quand on parle des victoires de Van Vleuten, attention, elle remporte le Tour de France, la Vuelta, le Giro, Liège-Bastogne-Liège, les championnats du monde. Elle fait top 5 sur la Flèche Wallonne, l'Amstel, le Ronde 2, l'Estradé, le Tour de Romandie. Bon, si je te dis ça, Julien, Movistar égale Van Vleuten ? À aujourd'hui, oui. On en reparlera dans la grande presse 2024, mais jusqu'au 31 décembre, il faudra encore compter sur elle pour porter l'équipe, voire pour former certaines recrues. On en reparlera un petit peu plus tard dans le podcast. Ouais, mais finalement, derrière Van Vleuten, t'as des bonnes coureuses, mais elles sont. On parlait de l'ombre de Valverde il y a quelques minutes avec les hommes. Là, c'est même plus une ombre, c'est quoi ? Tu te mets derrière la Tour Eiffel, tu vois pas le soleil pendant 2 jours. Ah, mais c'est ça, c'est exactement ça. Après, c'est aussi peut-être aussi une volonté cachée des coureurs, de dire c'est bon, on a Van Vleuten, on va juste bosser pour elle et on sera récompensé. Ça, c'est pour le profil. Alors, j'allais dire le profil grimpeur, puncher, rouleur, les grands tours avec Annemiek van Vleuten. C'est vrai que quand on pense... allez, je sais pas, une Arlenis Sierra, par exemple, qui pourrait peut-être aussi briller un petit peu plus. Moi, je voudrais juste qu'on parle un petit peu d'une sprinteuse danoise, tu vois de qui je veux parler, Emma Norsgaard. Elle est finalement
pas réellement dans l'ombre de Van Vleuten, c'est pas le même profil. Elle a eu sa chance aussi en 2022. Elle a eu sa chance, elle a pas réussi. Alors, pour moi, ça resterait une des déceptions de 2022, Emma Norsgaard. Je sais pas ce qui lui est arrivé cette année, peut-être un petit passage à vide après son mariage ou autre. Mais 3 victoires, je pense qu'on pouvait en attendre beaucoup plus d'elle en 2022. Elle remporte le Samin et passe pas loin au Omloop van het Hageland. Elle fait 2e à Omloop het Nieuwsblad. Elle fait quand même top 10 de la plupart des Flandriennes. Elle fait 13e au Tour des Flandres. Bon, finalement, elle avait de la place à cet endroit-là dans la saison. Elle a pas performé, elle a pas scoré comme on l'attendait. Elle a pas scoré comme on l'attendait, mais elle est aussi tombée sur toute la période printanière. Elle est tombée sur une super Trek Segafredo et une super FDJ Suez, donc ça peut aussi être à sa décharge. On en parlera sur la saison 2023 et d'Emma Norsgaard. On va parler des transferts un peu de cet hiver. Bon, on a l'impression qu'au niveau de la Movistar, c'est un petit peu une année de transition. Au niveau du mercato, il y aura peut-être beaucoup plus de mouvements l'hiver prochain avec la retraite d'Annemiek van Vleuten. C'est sa dernière saison dans les pelotons professionnels. Une coureuse qui part à la SD Works, c'est Guariechi. 2 arrivées avec Mackay et puis surtout, j'ai envie de te dire, Liane Lippert, c'est peut-être ça l'arrivée principale en provenance de la DSM. C'est l'arrivée principale en provenance de la DSM, comme tu dis. C'est aussi on prépare l'après Van Vleuten. C'est ça finalement, j'allais te poser la question. Je vais essayer de comparer un petit peu, attention, avec les hommes quand on a recruté Enric Mas pour préparer l'après Valverde. Oui, à part que je dirais que Liane Lippert, quand elle arrive là cette année, elle a déjà un plus beau palmarès qu'Enric Mas quand il arrive. Liane Lippert, elle vient juste d'avoir 25 ans là, à la mi-janvier. Liane Lippert, c'est vrai que quand tu fais son année 2022 à la DSM, c'est une des top 10 du peloton mondial. Elle fait top 10 sur toute la campagne d'Ardennaise où elle fait aller 3e à l'Amstel, elle fait 8e à Liège, elle fait 7e à la Flèche, elle fait 6e au Tour du Pays Basque. Ensuite, quand on continue sa saison, elle est championne d'Allemagne sur route. Après, au Tour de France, bon, c'était pas forcément la leader, Liane Lippert de la DSM. Il y avait Juliette Labou, mais elle fait 16e du Tour de France. Elle fait derrière 2e du Tour de Scandinavie. Je refais son année un petit peu pour qu'on se rende compte un petit peu que Liane Lippert, ça va pas être celle qui va servir la soupe de Van Vleuten pendant toute la saison 2023. Elle fait 4e de la Vuelta, elle fait 4e du Tour de Romandie pour sa dernière course de la saison, elle fait 4e des championnats du monde. Bon, quand on parle de sacrée coureuse, Liane Lippert, c'est une sacrée coureuse. C'est une sacrée coureuse, c'est la 2e scoreuse de chez DSM. Derrière Vibes. Derrière Vibes. Bon, Vibes c'est loin devant. Compliqué certes. de faire mieux. Mais non, elle a fait des belles années auparavant aussi, hein, faut pas. C'est une coureur qui peut suppléer, peut-être pas en 2024, mais voire 2025, 2026, 27, quand elle aura 26, 27 ans, où elle pourra, je pense, remplacer avantageusement, pas avantageusement, elle pourra remplacer Van Vleuten chez Movistar. Mais quand tu recrutes Liane Lippert là à l'hiver 2022-2023, que tu sais que Van Vleuten a encore une saison, quel est le discours avec l'Allemande? Qu'est-ce que tu lui dis? Tu lui dis bon, ben écoute, on va te placer un peu dans la roue de Van Vleuten, tu vas l'emmener le plus loin possible, tu vas apprendre à côté d'elle. Quel est le discours réellement de la formation Movistar? Ça doit être très délicat. Tu peux vu déjà le beau petit palmarès qu'elle a déjà cette coureur, tu peux pas lui dire tu regardes, tu restes dans la roue et tu regardes. Elle va aussi servir de relais aussi dans les étapes. Pourquoi pas bouleverser les autres quand Van Vleuten sera marqué, ce sera elle qui va sortir. Ça peut aussi être une stratégie qu'ils vont mettre en place avec elle. On en profite pour parler de la Movistar sur cette saison 2023. On fait la transition en même temps avec Liane Lippert. Parce que finalement, on va faire quoi avec Van Vleuten? Van Vleuten, elle va vouloir tout écraser. On fait quoi? On s'assoit et on profite de sa dernière saison? Je pense qu'il va falloir regarder ça et s'enregistrer ces belles images parce que même si c'est sa dernière saison, pour elle, c'est pas la pré-retraite, quoi. Elle va être gagneuse comme les autres années. Avec le maillot de championne du monde. Ça, faut le dire quand même. C'est une dernière saison de sa carrière avec le maillot de championne du monde. Et 3 couronnes à défendre sur les 3 grands tours. Le défi est immense pour Annemiek van Vleuten. Elle fait quoi? Tu penses qu'elle est capable de faire aussi bien? Tu penses qu'elle est quoi? Elle est libérée d'un poids en sachant qu'elle prend sa retraite à la fin de saison? Libérée d'un poids, je pense, mais généralement, elle se met pas trop la pression à la base. Elle va encore être plus libérée. Elle va peut-être à partir encore de plus loin en se disant de toute façon... si je perds, c'est pas grave, j'ai déjà gagné cette course-là. On verra bien avec Annemiek van Vleuten. Bon, on peut quand même parler des coureuses qui sont dans l'ombre, un petit peu d'Annemiek van Vleuten. Bon, on a parlé de Liane Lippert, on va bien voir ce que ça va donner sur la saison 2023.
Si je te dis Arlenis Sierra notamment, c'est quoi ça fait partie de ces coureuses qui seront là en 2023 en train de se dire bon allez encore un an et puis en 2024 on aura plus de place, ça sera mieux pour nous. Bah Sierra c'est pas trop non plus le même profil d'une Van Vleuten, hein. Sierra c'est plus la sprinteuse puncheuse qui va te gagner des courses un peu vallonnées ou en petit comité. Elle n'aura pas forcément les mêmes capacités qu'une Van Vleuten. Elles sont complémentaires hein, de toute façon. Sierra était là sur les 3 grands tours à aider Van Vleuten, donc c'est 2 profils différents. Oui, mais elles sont dans l'ombre. Ces filles-là aujourd'hui, forcément, elles sont dans l'ombre parce qu'avec une Van Vleuten, tu sais très bien que de toute façon, tu vas te mettre à la planche, tu vas faire le train, tu vas rouler jusqu'à ce qu'elle écréme le peloton et envoyer Van Vleuten en dernier étage de la fusée. Sans Van Vleuten, finalement, mais tu pourrais avoir ces coureuses-là qui auraient, avec la bonne pointe de vitesse d'Arlenis Sierra, tu pourrais plus travailler pour elle et l'emmener peut-être un petit peu plus loin. Je te parle d'Arlenis Sierra, mais tu peux me parler d'autres coureuses aussi. Elles vont forcément être encore, elles, dans l'ombre en 2023. Regarde, quand on a introduit le bilan, de toute façon, on a parlé de Van Vleuten. Mais toi, t'en vises d'autres, toi, en 2023, qui peuvent briller? Vraiment? On enlève Northgard. On enlève Lippert, Mackay, qui peut marcher sur les Flandriennes. Elle fait un top 10 à Paris-Roubaix, hein, ce qui est pas non plus anodin. Fortier Mackay qui arrive de chez DSM. Qui arrive elle aussi de la DSM. Donc il pourrait aider Northgard justement, qui a été, je pense, recruté pour aider Northgard sur les Flandriennes et pour jouer sa carte. Bon, on verra bien pour la saison 2023 de la Movistar au féminin. On va profiter, on va s'asseoir et profiter. On va sortir les popcorn pour la dernière saison d'Annemiek van Vleuten qui sera en plus avec le maillot arc-en-ciel. Ah et puis il y a des courses qu'elle a pas gagnées encore. Hein. Je pense qu'il faut étudier le calendrier et voir ce qu'elle a pas gagné, mais elle sait où il faudra cocher où elle sera là. Paris-Roubaix, elle n'ira pas, elle n'ira plus. Elle a dit je voulais le faire une fois, voilà, point, c'est fait. Ouais, je crois qu'elle a pas encore gagné la kermesse de Bordeaux, il me semble. Faudrait peut-être qu'elle... Elle a pas gagné le Tour de Belgique encore non plus, hein. Va falloir qu'elle s'y mette aussi. C'est quoi ce palmarès sinon? Franchement, il y a un énorme trou d'air. Là, va falloir qu'elle s'active un petit peu. Bon, je te remercie Julien d'avoir été avec moi pour cette grande présentation de la Movistar au masculin comme au féminin. On en parle aussi de ces équipes qui performent en World Tour aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Julien, on se retrouve dans quelques jours pour un podcast spécial. On ne parlera pas des hommes, mais on parlera d'une équipe féminine. C'est l'équipe française numéro 1, la FDJ Suez. Ça sera en début de semaine prochaine. La FDJ Suez qui a brillé déjà en remportant le Tour Down Under. On en parlera de manière plus détaillée avec toi, Julien, dans quelques jours. Avec plaisir, et il y a des choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette FDJ Suez, mais ça sera dans quelques jours. D'ici là, les grandes présentations de la saison 2023 par Vélo Podcast, ça continue dans les prochains jours. Après la Movistar, allez, je vous fais le petit menu. Cofidis, Alpecin de Koenig, Bahreïn, ça va nous emmener jusqu'à la FDJ Suez. Et puis juste après, derrière, Groupama FDJ, on va remonter le peloton jusqu'aux meilleures équipes mondiales. Merci Julien, on se retrouve dans quelques jours. Ciao, ciao.